Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour ces 2 journées d'études organisées par l'école de Chaillot et en particulier ma collègue Béatrice Roederer, en parallèle à nos cours publics, dont vous savez que cette année, ils sont dédiés au patrimoine mondial et à la dimension universelle et à la modernité du patrimoine mondial. Nous sommes au milieu de ce cycle de conférences qui a lieu le jeudi soir et dont il nous reste 3 échéances à venir, dont la prochaine jeudi prochain avec Isabelle Longuet et Xavier Bailly, sur les grands paysages et les grands territoires du patrimoine mondial et en particulier celui du Val-de-Loire. Mais revenons à nos journées présentes. Alors, elles sont organisées en parallèle à ces cours publics et elles portent, elles aussi, sur une dimension que je qualifierais plus opérationnelle du patrimoine mondial. Ce sont des journées de formation professionnelle et professionnalisante que nous organisons à destination des professionnels et de nos élèves du DSA, le diplôme de spécialisation et d'approfondissement architecture et patrimoine de l'école de Chaillot, ainsi que nos élèves architectes et urbanistes de l'État qui, eux aussi, sont en formation dans nos murs ainsi que dans les murs de l'école des ponts, puisque la formation des architectes et urbanistes de l'État, dont je rappelle qu'une partie, pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers avec ce sigle, deviendront architectes des bâtiments de France à l'échéance de leur formation. Cette formation est une formation conjointe que nous assurons École de Chaillot, École des Ponts ensemble. Alors, nous allons plus précisément nous pencher durant ces 2 journées sur les fondements du patrimoine mondial, et pour ceux qui ont suivi les conférences du jeudi soir, nous allons y revenir de manière synthétique et nous pencher sur les aspects donc plus opérationnels de ce dispositif label patrimoine mondial de l'UNESCO. En particulier, nous examinerons la question de la constitution des dossiers de candidature à la labellisation et la gestion du bien une fois qu'il est labellisé. Concernant les dossiers de candidature, nous allons pouvoir rentrer dans la mécanique du patrimoine mondial et nous interroger sur qui fait quoi dans la constitution des dossiers, quelle est la base légale, quels sont les textes qui régissent les modalités d'organisation et qui en définissent les contenus. Comment ces éléments sont-ils conçus de manière à être applicables et opérationnels dans le monde entier? Quelle en est la déclinaison en France? Qui sont les maîtres d'ouvrage commanditaires, les propriétaires, publics, privés? S'il s'agit d'un bien privé, comment interviennent les autorités locales et nationales? Qui sont les maîtres d'œuvre? Ce sont sans doute des bureaux d'études pluridisciplinaires, enfin, on va être amené à le voir, à le vérifier, à le comprendre mieux. Sont-ils spécialisés dans ce type de dossier? À quel type d'expertise font-ils appel? Géographes, urbanistes, économistes, ethnologues, sociologues, artistes? Je crois que Michel Colt parlera de cette question, de l'expertise nécessaire. Ces dossiers doivent être irréprochables sur le plan scientifique. Et la nature de cette dimension scientifique et sa complexité varient selon les sites. Comment fonctionne le système ICOMOS? Quels mécanismes, quelles ressources sont mises à disposition des sites candidats ou des sites labellisés? Quelle expertise? Et du point de vue de la maîtrise d'œuvre, quelle place pour les architectes dans ce dispositif? Vous savez que nous sommes une école de formation des architectes au patrimoine. Donc, quelle place pour les architectes? Quelle place pour les architectes du patrimoine? Est-ce qu'ils se positionnent à l'heure actuelle sur ces marchés? Sont-ils attendus sur ces sujets? Et sont-ils présents? Comment chacun évalue-t-il sa capacité à intervenir dans ce secteur? S'ils y interviennent, savent-ils dialoguer avec les autres disciplines? Sont-ils correctement préparés, c'est-à-dire formés? L'expertise que l'école de Chaillot leur apporte, notamment dans le DSA et dans la formation des AUE, pour intervenir sur le patrimoine de toutes les époques et à toutes ses échelles, puisque telle est notre ambition,
Est-ce que cela correspond aux qualités requises pour ce travail? Et sinon, pourquoi? Et comment améliorer leurs compétences ou mieux les faire valoir sur ce champ dont l'ampleur va en augmentant chaque année? Alors, nous nous attarderons sur l'importance du plan de gestion qui est un élément clé, nous semble-t-il, parmi ceux sur lesquels la candidature est jugée. Alors, la question de la gestion du bien labellisé. Je crois que Michel Cotte, Olivier Poisson et Béatrice Boisson-Saint-Martin aborderont ces sujets. En quoi la labellisation modifie-t-elle le statut du bien et sa gestion? La diversité des situations dans le monde est immense. Les situations nationales et régionales sont différentes sur les plans géographiques, juridiques, économiques et sociaux. Le bien reste local, mais il accède à une résonance internationale. Qu'est-ce que ça change? Quels sont les mécanismes de contrôle de cette gouvernance de la part du patrimoine mondial, de la part des autorités nationales? Dans quelle mesure sont-ils des gendarmes ou des accompagnateurs? La labellisation modifie-t-elle les relations entre le national et le local? Vous voyez, ce sont des séries de questions que je pose. Et en quoi ces questions se posent-elles différemment selon la nature du bien? Qu'il s'agisse d'un bien naturel ou culturel, bâti et ou non bâti, matériel ou immatériel, isolé ou en série, national ou transnational, hein, ce sont des typologies que nous avons eu l'occasion de croiser dans les conférences du jeudi soir. Et ces questions seront posées au travers d'études de cas qui ne couvriront certainement qu'une partie de ces problématiques, mais elles permettront d'en éclairer certains aspects et d'en tirer des enseignements généralisables. Elles viennent en complément des exemples qui ont été donc évoqués lors des conférences des cours publics. Alors, quelle opportunité pour les architectes ou les professionnels en général? La démarche patrimoine mondial fait évoluer la notion du patrimoine et les raisons d'agir sur lui. À la notion de partage dans le temps, on protège les réalisations du passé pour en faire bénéficier les générations actuelles et les générations futures. Le patrimoine mondial ajoute le partage interculturel dans l'espace géographique. Ça, je crois que c'est une dimension qui est tout à fait particulière et extrêmement dynamisante. Les architectes, et notamment ceux du patrimoine, possèdent une expertise spécifique à mettre au service de ces sites et des équipes qui œuvrent à obtenir leur labellisation puis leur gestion. Pour ces architectes, s'impliquer dans ces démarches, c'est accéder à une mise en perspective démultipliée des édifices et des sites sur lesquels ils interviennent. C'est aborder une complexité nouvelle dans laquelle il y a un rôle d'ensemblier à jouer. Faire le lien entre spécialistes, autorités responsables des sites et usagers et habitants. C'est prendre en compte le fait que ces patrimoines labellisés à préserver, à faire vivre et à transmettre font l'objet d'une reconnaissance mondiale. Celle-ci va de pair avec une obligation d'excellence. La barre est mise plus haut. Elle offre aussi des opportunités, une notoriété, une visibilité de l'action et des possibilités de faire passer des solutions qui seront reprises ailleurs. On est aussi confronté à des pratiques techniques, organisationnelles, scientifiques, qui sont différentes, et pouvoir s'en nourrir et faire évoluer son regard et ses modes opératoires est une opportunité pour les architectes. Le patrimoine mondial est source d'innovation. Il donne un sens nouveau au patrimoine, à sa préservation et à sa transmission. Il offre aux professionnels des perspectives renouvelées pour leur expertise et leur action, je viens d'en parler un petit peu, notamment dans les domaines suivants. Il est accompagné d'une éthique du partage, d'une éthique démocratique, avec l'établissement de règles communes, acceptées et suivies par tous, une éthique technique et scientifique. Les échanges font monter le niveau, je l'ai dit, le regard de l'autre pousse à l'excellence, on est dans la collaboration avec parfois un peu de compétition aussi. Une certaine interdisciplinarité qui est caractéristique de la démarche patrimoine mondial,
notamment en ce qui concerne la gouvernance de ces territoires qui doit être prise en compte dès le début de la démarche et qui en est même à l'origine. Cela ne va pas sans risque ou de choses qu'on pourrait qualifier d'effets pervers. Vous savez que la labellisation entraîne parfois une surfréquentation des sites les plus reconnus. Nous avons abordé ce sujet avec Maria Gravari-Barbas jeudi dernier. Une certaine surexposition d'un site peut conduire à sa dénaturation. Est-ce qu'on ne risque pas non plus une dévalorisation du niveau de protection nationale au profit d'une relation directe entre le local et le patrimoine mondial UNESCO? Est-ce qu'on ne risque pas une dissolution des spécificités culturellement riches dans les techniques de restauration et de mise en valeur par imprégnation de modèles qui circulent et qui viennent d'ailleurs? C'est un apport. Est-ce qu'il n'y a pas de dissolution? On peut aussi faire face à une imposition de modèles occidentaux dans la conception du patrimoine et dans la façon de le gérer. Enfin, il y a une dimension qui existe et qui est celle de la radicalisation des conflits liés à la lutte entre ces modèles. Dans ce contexte contrasté, les professionnels ont un rôle stratégique à jouer pour la reconnaissance de leur expertise et de leur capacité à la mettre au service du patrimoine mondial et de ses acteurs. Donc voilà, dresser un tableau des opportunités et des questions que pose globalement cette démarche de labellisation patrimoine mondial. Un rapide panorama du programme qui est prévu pour ces 2 journées d'études. Elles sont organisées en 4 parties. La première, intitulée « Le patrimoine a-t-il besoin d'architectes ?» et nous entendrons dans ce cadre-là Michel Cotte nous parler de la diversité des biens du patrimoine mondial, quels enjeux. Michel Cotte est professeur émérite d'histoire des techniques à l'Université de Nantes. Il est conseiller d'ICOMOS International pour la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial. Puis Olivier Poisson, ce matin aussi, nous parlera du patrimoine mondial, de ses doctrines et références, de ses instruments et des procédures. Olivier Poisson est conservateur général à l'inspection des patrimoines. Bien dit? Cet après-midi, Bruno Favel, qui est le chef du département des affaires européennes et internationales à la Direction générale des patrimoines, introduira la séance intitulée « Conduire une candidature ». Nous entendrons Béatrice Boisson-Saint-Martin et M. Pierre Tridon, que je salue, qui est directeur de l'Agence d'urbanisme et de développement de la région de Reims et qui est accompagné d'Amandine Crépin, qui est chef de projet du dossier de candidature à cette agence d'urbanisme de la région de Reims. Je ne vais pas détailler, puisque nous aurons l'occasion de le faire demain, mais les 2 grandes parties qui seront abordées demain traiteront des sujets suivants. Le matin, nous parlerons de la question de agir solidairement, les monuments, les paysages et les territoires, donc à la dimension de la grande échelle. Et l'après-midi, nous évoquerons ce que nous avons appelé les autres patrimoines qui se développent grâce à l'approche patrimoine mondial des sites et des différences entre les différents objets qui sont abordés, traités et pris en compte. Dans ce contexte, je vais demander à M. Michel Cotte de prendre la parole. Bonjour à tous, merci de votre introduction. Peut-être quelques mots en préambule pour expliquer ma trajectoire professionnelle qui justement n'est pas celle d'un architecte, non pas pour dire que nous n'avons pas besoin d'architectes, ce qui serait une stupidité, mais comment travailler avec eux et comment leur demander de travailler avec nous. Nous, qui alors ? Eh bien, moi, je suis historien des techniques. J'ai donc travaillé sur les innovations du XIXe siècle, les nouveaux ouvrages d'art, sur le milieu des ingénieurs, et j'ai fait ensuite une carrière universitaire précisément dans le monde de la formation des ingénieurs.
Voilà. Et ICOMOS a identifié ce type de besoin dans les années 90, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à coopérer tout de suite avec ICOMOS International, repéré, je dirais, d'abord par les Canadiens qui avaient, en 1914, fait justement une session de travail sur les canaux qui donne une des annexes des orientations devant guider la mise en œuvre du patrimoine mondial, et qui était en même temps une séance, un brainstorming de tous les gens qui pouvaient avoir un profil nouveau qui allait au-delà de l'architecture et de l'urbanisme au sens classique du terme. Voilà. Et ensuite, je dirais des compléments de formation, notamment au National Park Service aux États-Unis, qui avait, dans les années 90, un service Historical Engineering American Record, qui travaillait très précisément sur ces patrimoines de l'industrie et des techniques constitutifs de l'identité américaine, sans doute plus que de l'identité française, en tout cas en tant que patrimoine. Donc, nous avons deux temps très, très différents, à mon avis, qui se recoupent, qui se complètent, bien entendu, mais un premier temps d'application de la Convention du patrimoine mondial, Convention de 1972, qui est mis réellement en œuvre au sens de débuter une liste en 1978, et qui est, je dirais, le temps du classicisme jusqu'au milieu des années 90, c'est-à-dire une période où on va, sans trop d'ailleurs s'interroger sur la constitution de dossiers scientifiques, historiques, archéologiques, d'histoire de l'art, etc., reconnaître des monuments, des centres urbains historiques et une archéologie essentiellement de l'Antiquité ou un petit peu de l'époque médiévale ou dans le monde islamique de périodes un petit peu plus tardives, par exemple. Et il y a une remise en question, une interrogation au bout d'une vingtaine d'années de fonctionnement, notamment le 20e anniversaire en 1992, qui aboutit 2 ans après à une déclaration extrêmement importante qui reste en très très bonne place sur le site du patrimoine mondial, qui est une référence fondamentale des valeurs de l'UNESCO et plus particulièrement du Comité du patrimoine mondial, qui est la fameuse déclaration d'une stratégie globale pour une liste du patrimoine mondial équilibrée, représentative et crédible. Et si je vous lis quelques compléments que vous retrouverez sur le site, son objectif est de s'assurer que la liste donc, du patrimoine mondial reflète bien la diversité culturelle et naturelle des biens de valeur universelle exceptionnelle. 22 ans après l'adoption de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, la liste du patrimoine mondial présentait en effet un déséquilibre en termes de type de biens et de régions géographiquement représentées. Sur les 410 biens inscrits, donc en 1994, situés en grande majorité dans les pays développés et principalement en Europe, on comptait 304 sites culturels, mais seulement 90 sites naturels, etc. Donc un double déséquilibre ou un triple déséquilibre entre culture et nature. La Convention reconnaît les deux, il ne faut pas l'oublier, c'est tout à fait essentiel. Entre, deuxièmement, les différentes régions du monde et avec les types de patrimoine. Cette vision classique des choses avait manifestement favorisé une reconnaissance de patrimoine européen, même si les fondateurs ne sont pas spécialement des Européens. Donc on voit apparaître à partir de cette période-là, je dirais dans la fin des années 90, une série de nouveaux concepts et de nouveaux thèmes, paysages culturels, biens en série, routes culturelles, voies de communication, j'évoquais ça, c'était mon cas personnel, les canaux, on a travaillé sur les canaux avec les Canadiens, les valeurs immatérielles associées, la naissance des critères et notamment du fameux critère 6 sur la reconnaissance des valeurs immatérielles associées au patrimoine matériel, et le patrimoine technique et scientifique. Alors, je vais maintenant vous présenter les choses par des études de cas pour essayer de dégager quels sont les types de patrimoine et bien entendu, à travers les évaluations d'ICOMOS, je vais vous présenter des résumés d'évaluation d'ICOMOS international pour le Comité du patrimoine mondial, vous décellerez vous-même les types de compétences, les types de coopération pluridisciplinaires qui sont nécessaires autour de dossiers que j'ai volontairement choisis dans ces thèmes tout à fait
fait nouveau et ne comportant que peu ou pas d'aspects architecturaux ou urbains. Ce qui ne veut pas dire que les architectes ou les urbanistes ou les paysagistes n'ont pas à se préoccuper de ce type de dossier, mais il doit y avoir une continuité, un dialogue, notamment pour assurer une forme d'homogénéité des évaluations, ce qui est l'une des grandes difficultés de l'évaluation. Je parlerai peu du suivi. S'il me reste un peu de temps à la fin, je citerai un exemple assez caractéristique où la nécessité de coopération, notamment entre les architectes et les ingénieurs, est absolument essentielle et fondamentale. Je ne sais pas si j'en aurai le temps, mais c'est par exemple aujourd'hui le problème de la sauvegarde des fondations de la Sagrada Familia à Barcelone, avec les projets souterrains et les réalisations souterraines diverses et variées de nos amis catalans. Alors je rentre dans un premier exemple que j'aime beaucoup et qui me semble tout à fait représentatif de ce qui était au départ l'idée du paysage culturel. L'idée du paysage culturel n'était pas faite d'abord pour reconnaître des valeurs européennes, même si à l'évidence il y en a et considérablement, mais pour offrir de nouveaux outils, pour reconnaître des patrimoines qui précisément n'avaient pas leur place précédemment dans cette vision classique que j'évoquais tout à l'heure, le delta du Salum. Donc nous avons là un paysage culturel. Alors, ma photo est évidemment une provocation, mais c'est la photo de la page d'accueil du site du patrimoine mondial aussi, quand vous cliquez sur ce bien. Hein, je vous conseille d'ailleurs, si vous ne le faites pas déjà, d'aller voir un petit peu cette diversité du patrimoine culturel via le site, par votre moteur de recherche, vous faites patrimoine mondial ou centre du patrimoine mondial et vous avez immédiatement accès à une très très belle base de données. Voilà. Alors, paysage culturel, eh bien, il faut rentrer dans le détail. Il s'agit en fait d'amas coquillés dans une région de delta, de ce petit fleuve Saloum, qui n'est pas très loin du fleuve Gambie, un peu au nord, beaucoup moins imposant que lui, et qui est un espace à cheval sur le maritime et le fluvial, où les eaux douces rencontrent les eaux salées, des terres inondables, instables, et des hommes se sont installés là. Les preuves archéologiques les plus anciennes remontent au 7e siècle, mais sans doute avant, mais il n'y a pas de preuves antérieures. Donc là, vous avez les situations, le bien. Alors bon, je passe sur la définition. C'est un vaste territoire qui recoupe pour partie à la fois une réserve de biosphère et une réserve maritime. Donc les valeurs naturelles, évidemment, sont très présentes, mais qu'est-ce qui fait le paysage culturel? Eh bien, c'est précisément ce que vous voyez là, de façon plus détaillée. Ce sont des amas coquillés, c'est-à-dire, après des siècles et des siècles de cueillette des coquillages et de leur exploitation à grande échelle, hein, c'est une activité non seulement de cueillette pour nourrir les habitants du delta, mais également d'exportation et de richesse. Ce lieu a été considéré dans l'Afrique précoloniale comme une zone extrêmement riche. Et ce sont les amas des coquilles qui donnent ces massifs stables au milieu d'un delta de terre instable, fait de sable, d'eau, de marée, etc. Et donc la carte de localisation de ces principaux amas coquillés qui sont un peu survivants aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'activité, notamment avec le choc de la colonisation et l'apport de nourriture de type nouveau, de nouveaux modes alimentaires, a modifié l'exportation des coquilles, enfin des fruits de mer séchés et des poissons séchés qu'exportait l'île du Saloum pour en faire simplement une autosuffisance. C'est évidemment complètement différent. Alors, l'intérêt de ces amas coquillés, c'est justement de faire apparaître une végétation différente. On est sur une terre stable, évidemment totalement calcaire, et elle est par exemple très favorable au baobab, alors que le baobab ne pousse absolument pas sur les terrains sableux et un peu salés. Et au-delà de cela, eh bien, les espaces les plus importants, notamment avec ces arbres, qui
sont parfois des plantations intentionnelles, fait qu'on a des tumulus funéraires. C'est là qu'on a des vestiges qui peuvent remonter jusqu'au 7e siècle. Et donc ces espaces sont des espaces funéraires et ont un caractère religieux et sacré. Alors un certain nombre de fouilles ont eu lieu depuis, disons, tout au cours du XXe siècle. Alors ce qui est intéressant, eh bien, c'est par exemple le témoignage des poteries qui sont là pour conserver les coquillages séchés, fumés et séchés. Enfin, il y a toute une technique, tout un savoir-faire important. Le fait de retrouver ces poteries tout à fait spécifiques à cette région donnait une idée du commerce de ces coquillages séchés et qui couvrait une partie importante de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à plus de 100 km du delta et largement plus même. Alors, on a une continuité d'usage qui fait qu'on est clairement dans de l'ethnographie, hein, d'une certaine façon, mais de populations fragilisées depuis maintenant quand même un certain temps, c'est-à-dire de populations riches, elles sont devenues des populations en autosuffisance et relativement pauvres. Donc en termes de gestion, la gestion de ces espaces doit bien entendu essayer de préserver les modes de vie traditionnels, parce que le bien lui-même est lié à cette continuité des modes de vie traditionnels, et en même temps d'offrir des perspectives viables. Là, ce sont d'autres images sur les rites funéraires associés à ces espaces. Oui, les diapos ont glissé, excusez-moi. Et aujourd'hui encore, on a l'élevage des coquillages et leur ramassage, le traitement de la chair des coquillages se fait toujours. Hein. Les savoir-faire ont continué, même si le marché est réduit. Et l'un des problèmes de gestion, c'est comment faire du développement durable au sein de ces communautés, comment offrir une plus-value à ces coquillages qui sont intimement associés au bien. Alors, les huîtres, par exemple, sont cultivées sur des perches de bois au milieu de la mangrove pour renforcer les effets de racines. Alors, au passage, ce sont des milieux relativement fragiles avec le changement climatique, avec toute une série de problèmes. Alors, je passe sur c'est surtout pour vous montrer à quoi ressemblent les éléments de l'évaluation, donc analyse comparative. Bon, le travail du Sénégal avait été tout à fait intéressant dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'on avait un bel inventaire des amas coquillers dans le monde. C'est un sujet qui n'était pas du tout pris en compte par la liste du patrimoine mondial. Alors ça a un effet extrêmement intéressant, parce que si vous arrivez avec la 17e cathédrale gothique, ça va être dur, hein, quelles que soient les qualités intrinsèques de votre monument, hein, bien entendu. Mais quand vous arrivez sur un nouveau type de patrimoine, clairement identifié, dont on montre que c'est l'un des meilleurs représentants existants au monde, ça vous donne alors une crédibilité tout à fait importante. Alors là, c'était tout à fait le cas. C'était aussi prendre en compte ces milieux interface entre le monde maritime et le monde fluvial. Voilà. En termes d'intégrité ou d'authenticité, c'était pas mal. L'intégrité était menacée par le fait que, notamment à l'époque coloniale, on avait beaucoup pris de calcaire, à la fois comme élément de remblai et pour faire fonctionner des fours à chaud, tout simplement. Hein. Et que, par exemple, tous les amas coquillers les plus proches de la côte ont été assez gravement endommagés. Hein. Le problème était là. Mais ceux qui étaient dans la partie maritime étaient assez bien conservés. L'authenticité, la région, je dirais, jusqu'à présent, a été peu investie par des projets, entre guillemets, modernes. C'était une région un petit peu, un peu marginale. Donc, c'est vrai que souvent, cette marginalité, comprise dans tous les sens du terme, est une raison de conservation de certains types de patrimoine. Et que, sur le plan archéologique, les choses étaient tout à fait intéressantes et bien documentées. Hein. Voilà. Alors, les différents critères,
3, ben oui, bien sûr, tradition vivante, ça posait absolument pas de problème. La difficulté, elle est dans la gestion et dans le fait de rendre cela durable. Critère 4, un exemple tout à fait remarquable d'un type de paysage, d'un type de technique, d'un type de mode de vie, aucun problème. Et critère 5, adaptation de l'homme à son environnement, c'était un exemple tout à fait nouveau. Donc vous voyez, l'usage des critères ne posait pas de problème, venait assez spontanément. Et bon, donc les différents critères, bon, je passe. Bon, en termes de délimitation, on avait eu des discussions, zone tampon, etc. Bon, mais on est dans le détail technique, c'était pas fondamental, c'était assez correct. Les protections. Alors les protections, c'est un sujet intéressant parce que, en réalité, l'enjeu principal pour les Sénégalais était peut-être d'abord le patrimoine naturel, avant le patrimoine culturel. Pour eux, c'était un bien mixte quelque part. Et nos amis de l'UICN n'ont pas du tout eu le même regard que nous. Leurs références ne sont pas du tout les mêmes. Eux, c'était les diversités d'espèces et ils trouvaient que biosphère était largement suffisant, qu'il ne fallait pas exagérer, rajouter encore une fois quelques kilomètres plus au sud, il y avait l'estuaire de la Gambie qui était reconnu comme patrimoine mondial naturel pour à peu près les mêmes raisons. Donc vous voyez, ce qui était nouveau dans le terme culturel n'était pas dans le terme naturel. Alors ils ont été très déçus parce que ça n'a pas été retenu comme bien naturel, mais toutes les protections et une grande partie du système de gestion reposaient sur les valeurs naturelles. Mais bon, on a dit, mais ça pose pas de problème. Par contre, quel est l'impact en termes de gestion ? Est-ce que c'est seulement une gestion des variétés naturelles, des qualités naturelles, ou est-ce que vous intégrez les qualités culturelles dans notamment la formation des personnels, par exemple? Alors on a eu des débats assez importants, un peu de mal là par contre à se faire comprendre. Par exemple, la notion d'éco-guide qui avait été mise en place était très intéressante parce que c'était des jeunes gens des villages, des communautés locales qui étaient formés pour accueillir les touristes, pour organiser des visites et en même temps pour surveiller le bien. Donc comment intégrer la vision culture dans une formation initiale et dans un métier qui était presque exclusivement nature. Voilà, sont les problèmes de gestion et de conservation sur le long terme. Bon, alors l'ICOMOS formule en général une série de recommandations, donc là c'était d'inscrire, c'était pas de problème, mais alors peut-être on peut donner un petit coup d'œil aux recommandations. L'ICOMOS recommande que l'État partie prenne en considération les points suivants: porter une attention prioritaire à la protection-conservation simultanément des éléments culturels des biens et des éléments naturels. Donc, vous voyez, c'était la première des recommandations. Donc, des éléments naturels qui leur sont associés. Donc, voilà, en termes d'ICOMOS, on retourne le propos. C'est-à-dire, c'est pas une conservation de la nature à laquelle on associe de la culture, mais au niveau bien du patrimoine mondial, c'est le paysage culturel qui est reconnu. Donc, on les invite à inverser les termes, ce qui n'est pas exclure, mais de repenser un peu les choses. Ça a été assez difficile. Donc, dans le cadre du plan de gestion, comme dans le cadre des programmes de développement économique et sociaux, assurer à cette protection-conservation conjointe le même niveau sur l'ensemble du bien. Et oui, parce qu'il y avait un parc, mais qui ne correspondait pas complètement, qui était plus restreint que le bien proposé. Donc, il fallait une extension de parc quelque part. Donc, en particulier par la généralisation des éco-gardes. Et on les encourageait dans ce sens-là. Donc, confirmer la promulgation officielle du plan de gestion. Bon, je passe. On est un peu dans du juridique, du formel. Et puis, voilà, cette notion de maison communautaire était importante pour avoir justement un centre d'interprétation des valeurs culturelles, ce qui manquait jusque-là. Et envisager des mesures spécifiques de conservation pour les amas coquilliers menacés par l'érosion et ou par les courants. Alors, il nous avait assuré qu'il n'y avait plus personne qui touchait aux amas coquilliers, que plus personne ne venait chercher de la terre, enfin des éléments de gravat, si vous voulez. Bon, c'était pas non plus complètement clair. Améliorer la gestion des déchets des eaux usées. Alors oui, dans ces terres de très basse altitude, enfin d'altitude 0 ou 0 plus quelque chose, la question de gestion des déchets est un problème extrêmement sensible et l'accumulation des ordures était une vraie difficulté et participait, si vous voulez, à cette pauvreté d'ensemble du lieu. Bon.
je passe donc... Deuxième exemple, alors le site des monnaies de pierre, de la monnaie de pierre de Yap, au Palaos et à Yap. Alors il s'agit de la Micronésie et de la petite république de Palaos qui est à côté, enfin qui est à seulement 600 km dans le Pacifique ouest. Alors c'est une chose assez étonnante qui est connue d'un certain nombre de spécialistes, c'est que on a là un système monétaire entre tribus qui est constitué de pierres cylindriques de calcaire avec un trou central qui est pour le transport. On passe une perche de bois au milieu pour pouvoir les transporter. Donc l'une des formes de monnaie les plus remarquables, les plus étonnantes que l'on connaisse. Donc certains sont d'énormes disques de pierre et d'autres plus petits. Il y a des grosses pierres, des grosses monnaies et des plus petites. Et l'une des caractéristiques, c'est que on extrait les pierres calcaires et on fabrique ces monnaies de pierre sur l'une des îles, donc à Palaos, et on les transporte à Yap, où elles ont une valeur. Elles sont utilisées dans une autre configuration d'île. Voilà. Alors c'est quand même à assez vaste échelle. Palau et Yap. Alors ce bien n'a pas été inscrit, je vous dirai tout à l'heure pourquoi, mais on va regarder un petit peu qu'est-ce qui nous était proposé, à quoi ressemblent ces choses-là. Donc on est clairement dans un patrimoine ethnographique. Alors je vois qu'il y a eu quelques distorsions dans le texte, c'est pas très grave, je pense que vous arrivez à lire. Donc 2 sites à Palaos, qui sont en fait des sites de carrière, et 2 autres sites à Yap, qui sont l'un, banque de monnaie de pierre, c'est comme cela que l'État parti a apporté les choses, je dirais un lieu rituel où sont stockées les pierres, donc effectivement c'est une banque de dépôt, quelque part. On va voir comment cela a fonctionné. Et puis l'îlot Okefi, on en dira un mot tout à l'heure. Donc voilà, je passe un petit peu là-dessus, les cartes, les lieux de ces carrières. Donc 2 sites de production, donc voilà un petit peu à quoi ressemblent ces choses-là. Alors aujourd'hui c'est abandonné au niveau de la fabrication des pierres, mais leur usage par les tribus des pierres existantes, des pierres-monnaies existantes, existe toujours. Voilà. Donc les premiers sites sont à caractère archéologique, avec des fouilles qui ont eu lieu. Bon, on a une certaine idée de la façon dont se pratiquaient ces productions de pierres, et également des implantations humaines qui sont associées, parce que c'était des expéditions depuis Yap vers Palau, et les gens organisaient des sortes de campements de travail pour produire les pierres-monnaies et revenaient avec leurs bateaux avec ces pierres-monnaies. Et maintenant, donc sur le site de Palaos, les lieux de Yap, sur l'île de Yap, les lieux d'utilisation de ces monnaies. Alors en réalité, il n'y a qu'un lieu d'utilisation, ça c'est le premier problème, c'est que le lieu de Manguiol, alors qu'en réalité, la mission ICOMOS et nos experts qui connaissent ce sujet nous disent qu'il n'y en a pas un, mais il y en a beaucoup plus. Et c'est un peu dommage qu'il n'y ait qu'un de ces lieux qui soit retenu. Et puis le lieu au Kéfé, on va voir ce que c'est, pose quand même un problème en lui-même. Donc un bien mal défini. Voilà, la principale raison du refus, c'est le bien mal défini. Alors bon, ce sont des missions australiennes qui ont travaillé, il y avait eu des aides de l'UNESCO, des financements. Bon, on ne sait pas très bien comment ça a fonctionné, en tout cas ça n'a pas très bien fonctionné. L'analyse
comparative était assez catastrophique, il n'y en avait quasiment pas, si ce n'est de nous dire, ah bah écoutez, des monnaies de pierre comme ça, il n'y en a nulle part ailleurs, donc on est les meilleurs, on est les plus beaux, vous allez nous inscrire. Bon, ça ne marche pas tout à fait comme ça, hein. Voilà. Et cette banque de monnaie de pierre de Manguiol, donc elle paraissait assez convenablement présentée, sauf que c'était seulement les espaces de passage qui étaient concernés, et que dans donc ce que vous voyez en clair au milieu, une sorte de croisement de chemin, hein, il n'y a pas d'habitation, c'est un croisement de chemin dans la forêt tropicale, avec des espaces qui en réalité sont des espaces rituels. Alors un des problèmes qu'on a eu dans l'évaluation de ce bien, c'est que les espaces rituels et leurs fonctions étaient absolument pas analysés, alors que ce sont des espaces vivants qui connaissent toujours ce type de manifestation, et d'autre part les arbres que vous voyez, la verdure que vous voyez, qui jouent également un rôle rituel extrêmement important. Il y a une forme de dialogue entre les tribus, les monnaies de pierre et le milieu naturel environnant n'était pas du tout analysé. Alors voilà ces monnaies de pierre, elles sont sur les bords des chemins, hein, et forment elles-mêmes une limite entre les espaces de circulation, les espaces rituels et le monde de la forêt, hein. Donc elles ont des valeurs symboliques extrêmement importantes. Et elles appartiennent aux tribus, et on a là, un peu comme pour les foires de Champagne à la fin du Moyen-Âge, des lieux où on balance les comptes. C'est-à-dire qu'après tous les échanges, à la fois matériels, mais aussi sociaux, les mariages, etc., eh bien, il y a des valeurs qui changent de main, et ces cérémonies rituelles sont là pour entériner devant toutes les collectivités, et au cours de processus rituels, ces changements de valeurs et de propriétaires, et éventuellement des déplacements, une gestion de ces réserves monétaires qui sont là, symbolisées au vu de tous, mais il faut être initié pour savoir quelle est leur signification exacte et à qui elles appartiennent réellement. Donc voilà d'autres images de ces monnaies de pierre, bon, quelques raretés, 2 trous, bon, des bizarreries, mais comme dans nos collections de monnaies. Et voilà ces espaces rituels qui étaient présentés, mais qui n'étaient pas du tout analysés. Alors, au Kéfé, c'est une histoire qui est assez intéressante, qui est le choc du monde occidental, en réalité, avec ce milieu traditionnel. Et on a eu un aventurier, je crois, enfin peu importe sa nationalité d'ailleurs, un aventurier au Kéfé, qui est venu avec son bateau à vapeur et qui a trouvé un boulot absolument magnifique, compétence, c'était transporter les monnaies de pierre depuis les carrières jusqu'aux îles Yap. Et c'était beaucoup plus efficace. Et il y a eu une sorte d'inflation de monnaie à ce moment-là, grâce à Okéfé, qui, quelque part, était resté un personnage assez important. Mais en termes de patrimoine, et il faut se battre les flancs pour trouver des photos, voilà ce qui reste, c'est-à-dire vraiment, vraiment peu de choses. Alors, je vous laisse apprécier en tant qu'élève architecte et élève urbaniste. C'est sûr qu'on a quand même un gros problème avec un patrimoine comme ça, quoi, hein. Voilà. Alors, on est arrivé donc à une conclusion, c'est que on pouvait pas, enfin l'analyse comparative ne fonctionnait pas, que les conditions d'intégrité n'étaient pas satisfaites, c'est-à-dire que les biens proposés, la série proposée ne reflétait pas ce qu'était réellement ce bien naturel. Il y a également un certain nombre de maisons communautaires avec des pierres. C'était la première photo que je vous ai montrée, qui n'était absolument pas prise en compte dans le bien. Donc on invitait l'État partie à complètement revoir la définition de sa série. Ça, c'était ce qui était le plus important. Alors, bon, si vous voulez, les Okéfi nous interrogeaient, nous, ICOMOS, sur les conditions d'authenticité. Est-ce que c'était ça, vraiment, l'authenticité, ce moment un peu épisodique, cette espèce d'apogée du transport des monnaies de pierre qui était suivi par son arrêt, hein. Est-ce que c'était ça, ou est-ce que c'était les monnaies de pierre et les rituels qui devaient être conservés? Voilà. Alors au niveau des critères, bon, c'était donc très réservé. Les croix, c'est que ça va pas du tout. Le rond, c'est que bon, on pourrait les retenir, mais à condition de réviser tout ce qui précède. Donc on orientait l'État partie plutôt vers les critères 4 et 6. 4, c'est-à-dire un représentant
tout à fait remarquable d'un système technique, quelque part, d'un système économique, d'un système social, et d'autre part, des valeurs, justement, immatérielles, tout à fait étonnantes, c'est-à-dire le fonctionnement global de ces sociétés dont les monnaies de pierre témoignent. Bon, en termes de gestion, il n'y avait pas grand-chose, conservation, enfin tout ça était assez superficiel, et nos amis australiens qui avaient préparé ce dossier n'avaient pas été quand même super bons, il faut bien le dire. Bon, je passe sur tous les attendus de peut-être là, donc les recommandations, quoi. On diffère, il faut bien comprendre ce que c'est pas une sanction, c'est dire qu'il y a probablement des choses intéressantes, c'est absolument le cas, c'est absolument évident pour les monnaies de pierre de Yap. Mais voilà, la définition du bien va pas, la série n'a pas l'intégrité pour représenter convenablement toutes les dimensions, toutes les valeurs associées à ce bien, et d'autres sont peut-être pas très bien justifiées, leur place n'est pas vraiment justifiée. Hein. Donc justifier davantage la sélection des sites en approfondissant l'analyse comparative des sites et envisager le critère 6 qui n'était pas revendiqué par l'État partie. Je sais pas, j'ai oublié, mais enfin en tout cas, le prendre en considération. Justifier davantage la valeur universelle exceptionnelle du bien en approfondissant l'analyse comparative afin d'inclure des sites similaires dans la région du Pacifique. On pense qu'il y avait peut-être d'autres îles concernées. Développer une structure de gestion entre les deux îles, oui, conformément, etc. C'est deux gouvernements différents, deux gouvernements de tout petits États du Pacifique. Bon, ça c'est, voilà, il faut qu'ils se voient un peu et qu'ils discutent. On n'est pas sûr qu'ils avaient fait beaucoup de choses ensemble. Développer des protocoles d'accord entre les agences gouvernementales, voilà, on approfondit un petit peu. Et les propriétaires traditionnels, coutumiers, oui, parce que ces lieux avaient des propriétaires coutumiers qui, semble-t-il, n'avaient pas vraiment été consultés, et confirmer l'inscription des sites de Yap selon le Code des États fédérés de Micronésie, c'est-à-dire que même les lois existantes n'étaient pas complètement appliquées, le registre des biens historiques de l'État de Yap en particulier n'avait pas ces biens pris vraiment en considération. Hein. Voilà, alors oui, demande d'assistance internationale. La France s'était d'ailleurs proposée, je ne sais pas du tout ce que c'est devenu, quand ça a été débattu, j'étais rapporteur de ce dossier, j'avais lancé un appel pour justement qu'il y ait une aide internationale. La France avait dit oui, on pourrait aider, je ne sais pas ce que c'est devenu. Voilà, je pose la question. Bon, d'autres recommandations. Donc, vous voyez, c'est assez lourd, hein, il y a beaucoup de choses, je passe. Alors, j'arrive maintenant peut-être à un autre exemple. C'est la reconnaissance, c'est le nom officiel, hein, site d'essai nucléaire de l'atoll de Bikini. Alors je ne sais pas si vous connaissez tous ce qu'a été l'atoll de Bikini, c'est une histoire assez, je ne sais pas quel adjectif il faut prendre, je dirais peut-être édifiante. C'est la guerre froide. Et là, pour le coup, à Bikini, pas si froide que ça. Hein. Mais enfin, on reste dans des essais, c'est-à-dire que officiellement, on ne tue personne. En 1946, et quand on regarde la chronologie des choses, ça laisse un peu rêveur sur le début d'une guerre froide qui finalement s'enchaîne presque dans la continuité de la guerre chaude, si j'ose dire, excusez-moi, mais août 45, c'est le bombardement d'Hiroshima et quelques jours après le bombardement de Nagasaki. Donc 2 bombes nucléaires sont utilisées par l'armée américaine pour mettre fin au conflit avec le Japon. Et effectivement, la guerre du Pacifique, qui est le dernier volet de la Seconde Guerre mondiale, après la fin de la guerre en Europe, donc se clôt fin août, début septembre. La décision de créer les Nations Unies est prise dans la foulée, elle est organisée par les vainqueurs dans les mois qui suivent, et la première Assemblée générale a lieu en janvier 1946. En janvier 1946, et il y a immédiatement un désaccord entre les États-Unis et à l'époque l'Union soviétique sur la question du nucléaire.
Faut-il diffuser la compétence et la connaissance du nucléaire ou pas? Faut-il arrêter la dissémination? En gros, les positions sont irréconciliables et vont durer et alimenter la guerre froide. Donc janvier, vous voyez, quelques mois après. Et en mars 1946, les Américains ont repris leurs essais nucléaires, c'est-à-dire mars 1946, les essais ont lieu. Donc en réalité, pour l'armée américaine, il y a une solution de continuité entre la guerre du Pacifique et la reprise des essais nucléaires donc sur l'atoll de Bikini. Alors on va voir les cartes, c'est paumé au fin fond du Pacifique, plus difficile, c'est pas possible, c'est probablement l'une des missions les plus difficiles qu'il y ait eu, pas la seule, mais enfin vraiment parmi les plus difficiles qu'il y ait eu à organiser ICOMOS. Il faut presque une semaine pour aller jusqu'à Bikini, parce qu'il y a quasiment pas de moyens de transport, donc on est au cœur du Pacifique, et c'est un atoll, qui est loin d'être un atoll vide en 1946, au moment où les Américains décident de transformer ce lieu en centre d'essai nucléaire. Donc nous avons donc des photos de l'armée américaine qui montrent ce qu'était le site avant sa transformation en centre d'essai nucléaire. Donc il y a des villages, des habitants, et qui sont évacués dans une autre île qui s'avérera pas suffisamment lointaine. Il y aura des problèmes d'irradiation des populations sur les îles voisines. On ne le sait pas forcément depuis très très longtemps. Enfin, en tout cas, on ne l'a pas su en temps réel, c'est clair. Donc les gens émigrent. Photo de l'armée américaine, donc c'est pas... Voilà, et on va avoir entre 46 et 58, donc pendant 12 ans, je ne sais plus combien de tirs, mais enfin plusieurs dizaines de tirs, c'est vraiment le centre d'essai de l'armée américaine. C'est pas tout à fait le seul, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et il y a deux périodes emblématiques dans ces tirs. Les premiers, ceux de mars, et puis l'autre va suivre tout de suite après. Les deux tirs de 46. Alors, qu'est-ce que sont les tirs de 46? On rassemble dans le lagon de Bikini tous les vestiges de la flotte américaine et les vestiges de la flotte japonaise, et on leur lâche une bombe atomique aérienne dessus, en situation de guerre. Ces bateaux sont en situation de guerre. J'y reviendrai parce qu'en termes de gestion, c'est pas si évident que ça. Alors, on a des choses... donc, Opération Crossroads, c'est le premier tir. Et en réalité, les bateaux sont pas coulés, c'est-à-dire que cette arme nucléaire s'avère moins efficace qu'on ne le pensait. Et alors on voit des choses qui sont un peu étonnantes. Dans les semaines qui suivent, les soldats américains vont sur les bateaux qui ne sont pas complètement coulés ou partiellement coulés et se baladent comme ça. Donc vous voyez le niveau de sécurité par rapport aux irradiations. Une bombe nucléaire a été jetée là-dessus, il ne faut pas l'oublier, quelques jours avant. Ça laisse assez rêveur quand on prend un tout petit peu de recul par rapport à ça. Alors vous allez me dire, quel lien avec le patrimoine mondial? C'est que la deuxième bombe, alors celle-là, elle est sous-marine, et elle est terriblement efficace, et tout part au fond du lagon. Et le patrimoine, aujourd'hui, c'est essentiellement les vestiges subaquatiques des derniers bateaux de la guerre du Pacifique. Alors il y en a pas mal. Il y a en particulier le porte-avions Saratoga. Voilà. Alors problème de gestion, je pense que vous les voyez venir. Il y en a deux. Pour l'instant, il n'y a pas d'initiative par rapport à ça. En situation de guerre, le Saratoga, d'après une enquête, alors National Park Service et l'armée américaine ont fait conjointement une étude qui est la seule véritable étude de terrain il y a au moins 30 ans. On estime, entre les documents militaires et ce qu'on a vu sur place, les réserves de fuel sont remplies aux 2/3. Vous imaginez, dans la guerre du Pacifique, ce que pouvait représenter le fuel dans un porte-avions dont la première des qualités était de devoir se déplacer rapidement pour traverser le Pacifique, aller sur les lieux de combat, enfin rapprocher le plus possible les flottes. C'est énorme. Et puis deux, c'est en situation de guerre. Il y a par exemple dans le Saratoga, il y a tous ces avions, et tous ces avions ont leurs bombes.
et qui ne sont pas des bombes, enfin c'est parmi les plus gros calibres de l'époque. Hein. Les Japonais, on parle beaucoup des bombes nucléaires, mais ont été bombardés par les armes conventionnelles et les bombes, notamment bombes au phosphore, bombardement de Tokyo, qui sont c'est terrible. Hein, Et puis alors, deuxième série, c'est quand on passe à la bombe à hydrogène dans les années 50. Alors là, l'échelle de puissance est multipliée, j'ai plus les chiffres en tête, mais par des sommes considérables. On est à 10 mégatonnes équivalent de TNT. Hein. Bon, c'est des choses terribles. Donc, l'explosion de la première bombe à hydrogène, donc quelque part une innovation technique extraordinaire, hein, dans le génie militaire, si vous voulez. Mais c'est un tir partiellement raté. Et alors aujourd'hui, on a une trace patrimoniale. C'est que on a encore le vestige du trou qui a été creusé, qui a détruit 3 îlots, ou partiellement détruit 3 îlots. Et quand on photographie bien cette partie-là, on voit la place de l'impact qui a marqué géographiquement le territoire. Alors sinon, un patrimoine bâti qui est celui des bunkers d'observation des tirs, et puis la reprise d'un environnement naturel qui a repris ses droits, une tentative de colonisation agricole dans les années 70, mais les sols étaient encore trop pollués, notamment par le césium-57, un élément radioactif qui prend la place du calcium dans le corps, et donc cette tentative a été abandonnée. Et aujourd'hui, des usages essentiellement touristiques. À noter que dans toutes les zones irradiées, aujourd'hui, la force, la vitalité de la nature est assez étonnante. Il y a eu des mutations génétiques des coraux, et que c'est l'un des lieux où les coraux sont les plus vivaces aujourd'hui et résistent le mieux aux effets d'acidification des océans. Enfin, bon, bien entendu, je ne suggère pas que l'on bombarde nucléairement tous les atolls pour renforcer leurs coraux. Je plaisante, bien sûr. Et par exemple, c'est l'un des lieux du Pacifique où vous avez le plus de requins. Or, la présence des requins est due à 2 choses. C'est qu'ils ne sont pas trop pêchés, pas trop chassés. Et là, comme on est vraiment dans des endroits perdus, c'est vrai que ça joue. Mais c'est aussi un indice majeur de biodiversité, de reconquête de la biodiversité. Bon, alors l'évaluation d'un bien comme ça n'a pas été quelque chose de très facile, et sa gestion aussi. Enfin, on est dans des cas très très spécifiques, très particuliers. Donc critère 4, Bikini est un exemple remarquable des sites de tests nucléaires. On n'est pas dans des choses complètement nouvelles. On a déjà reconnu Hiroshima comme bien du patrimoine mondial. On a déjà reconnu Auschwitz, c'est-à-dire que les lieux les faces noires de l'histoire humaine qui ont généré des moments d'espoir ont aussi été reconnus par l'UNESCO. Hein. Ça fait partie peut-être de ces nouveaux horizons patrimoniaux qui sont là à la fois historiques et anthropologiques d'une certaine façon. Et là, l'espoir, qu'est-ce que c'est ? C'est que c'est le mouvement pacifiste qui va accompagner notamment le développement de Bikini. Alors, du côté de l'Union soviétique, il se passe la même chose, mais on n'en parle pas, il n'y a pas de communication. Donc, les mouvements pacifistes se font surtout contre les essais américains, qui sont connus, qui sont publics, et c'est quand même le pacifisme international, l'une des grandes raisons qui font qu'on aboutit à l'arrêt des essais nucléaires, à cette convention d'arrêt des essais nucléaires en 1958, que ne signe pas la France, à ce moment-là en tout cas, voire avec les discussions d'aujourd'hui sur l'Iran, la France zélateur du traité de non-prolifération, qui en fait a été le principal non-signataire au moment où il apparaît en 1958. Voilà. Bon, alors, en termes de délimitation, c'est pas tellement ça qui pose problème, c'est évident. Bon, zone tampon, on garde, vous savez, les dimensions maritimes, les zones maritimes. Bon, en termes de protection, par contre, ça va pas du tout, parce que, gestion, on leur a mis que ça allait, mais protection, on sait pas quoi faire. Comment protéger des épaves sous-marines ?
aujourd'hui. Hein. C'est un beau challenge. Hein. La mer attaque assez régulièrement le métal, la rouille, etc. On n'est pas très profond, donc l'oxygène se renouvelle, même si dans un lagon c'est moins qu'en pleine mer. Bon, donc c'est l'oxygène de l'eau qui fait qu'on a une oxydation qui fait que ces biens ne seront pas conservés en l'état. Enfin, ils se dégradent, ils ne cessent de se dégrader. Alors, il y a aussi les plongeurs. Hein. C'est un challenge pour certains milieux de plongeurs d'aller à Bikini parce que c'est très loin et puis de plonger sur les vestiges de la flotte du Pacifique. Je crois que ça excite. Hein. C'est un challenge pour un certain nombre de gens. Mais on est quand même inquiet avec tout ce que je vous ai dit, les bombes, le fuel, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et là, il n'y a pas eu de réaction de la communauté internationale. Bon, les Américains, silence radio total. Ils avaient beaucoup protesté contre l'inscription d'Hiroshima. Il y a une protestation officielle des États-Unis. Là, il n'y a rien eu, mais ça a été silence radio, dans un sens comme dans l'autre. L'armée américaine garde une base très importante aux îles Marshall. C'est le premier revenu du gouvernement des îles Marshall, c'est les redevances des Américains pour sa base, mais ils veulent manifestement pas intervenir. Il faudrait probablement une mission internationale pour à la fois soutirer les fuels, éviter une marée noire et désarmer les bombes. Mais c'est quelque chose d'assez lourd et d'assez cher à faire. Bon, protection légale, protection traditionnelle sont en place, appropriées, donc oui, à ce niveau-là, on leur dit c'est bien, mais bon, elles doivent comprendre la protection des vestiges militaires. Également, les inventaires, il n'y avait pas vraiment d'inventaire. Bon, on était sur un dossier qui avait été là aussi fait par nos amis australiens et néo-zélandais, mais qui était quand même pas extraordinaire. Donc, on recommandait fondamentalement de réaliser un inventaire des biens terrestres. Au départ, on proposait de renvoyer, Icomos proposait de renvoyer le dossier, justement, pour qu'il y ait cet inventaire précis des biens terrestres contribuant à la valeur du bien, même s'ils n'ont pas intrinsèquement, c'est des blocos, des valeurs en eux-mêmes exceptionnelles. Hein. Et les reconnaître, les inscrire comme monuments historiques et assurer un suivi de conservation. Le comité a décidé d'inscrire. C'était le premier bien et peut-être même probablement le seul que les Marshall pouvaient présenter au comité du patrimoine mondial. Donc c'est plutôt un a priori favorable. Quand vous arrivez, que vous êtes un gouvernement qui a déjà 40 biens inscrits, bon, c'est pas tout à fait la même chose, évidemment. Et puis toute une série secondaire, hein, qui pour Icomos n'était pas une raison de ne pas inscrire. Bon, le groupe de plongeurs de Bikini, déjà pour suivre un petit peu ce qui se passait sous l'eau, considérer l'importance de la valeur, de la documentation associée à l'histoire des essais nucléaires de Bikini. On était un petit peu inquiet à propos de ça, de la conservation des archives. Voilà, il fallait aussi que ça sorte du secret défense américain. Envisager sa gestion et son utilisation, par exemple dans le cadre d'un musée de la paix. Il y avait un projet de musée de la paix, alors pas à Bikini, mais dans l'île principale, enfin dans l'île de la capitale. Et donc en lien avec l'interprétation du bien. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien en termes d'interprétation. Les gens qui vont là-bas, ils voient un beau lagon et à la limite, ils ne savent pas ce qui s'y est passé. Il y a très peu de choses. Alors, le fait des habitants, c'est pas trop, c'est un peu brumeux. Il y a eu des essais de recolonisation, je vous l'avais dit, tout à fait officiels. Bon, il y a des gens qui tentent de vivre là-bas. Alors, on sait aujourd'hui que, sauf si vous ne mangez que des choses produites sur place, il n'y a pas vraiment de risque. L'alimentation, bon, c'est pas trop grave aujourd'hui. L'eau potable, ça pourrait à peu près aller. Donc, c'est pas complètement idiot d'envisager d'y habiter en permanence. Bon, peut-être pas. Mais par exemple, pour le tourisme, aucun problème. On peut avoir des séjours touristiques. Il n'y a pas de risque. Hein. Alors, bon, système de surveillance maritime, il n'y a pas de surveillance maritime. En réalité, il n'y en a pas, si ce n'est celle des Américains, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la conservation de Bikini, qui sont celles de leurs intérêts stratégiques dans la région. Donc renforcer l'accueil des visiteurs, présenter les valeurs culturelles du bien, et notamment ce projet de musée de la paix semblait intéressant. Alors, je vais peut-être passer, je ne sais pas jusqu'à quelle heure vous me donnez, jusqu'à 11h. Bon, d'accord, très bien, alors ça me laisse un petit peu de temps. Alors, dans des exemples, un troisième type d'exemple, alors, et c'est pas un bien qui est au patrimoine mondial, c'est un bien qui est potentiellement candidat et qui, aujourd'hui, en est à constituer un dossier pour la liste indicative nationale du Japon. C'est le pont Kintaikyo.
à Iwakuni, c'est dans l'ouest, le sud-ouest de l'île de Honshu, la grande île principale. C'est pas très loin d'Hiroshima d'ailleurs. Alors, cet ouvrage d'art est tout à fait intéressant parce qu'il apporte un complément en termes d'usage du bois, d'usage architectural et urbain du bois. Il apporte un complément extrêmement intéressant et qui montre une qualité de la... À 10h45, il y a une pause. D'accord. Bon, donc, très bien. Merci. Oui, il offre un complément extrêmement intéressant sur les savoir-faire du Japon en termes d'utilisation du bois. Et une utilisation qui n'est pas seulement une utilisation, j'allais dire, classique, là aussi, au sens de la construction des temples et des pagodes. Alors, ce pont donc présente en son centre 3 arches surbaissées de près de 35 mètres de portée. Dès que vous avez fait un peu de l'histoire des ponts, notamment des ponts maçonnés, par exemple en France au XVIIIe siècle, grande époque d'apogée de la maîtrise de la maçonnerie pour les ouvrages d'art en France, avec notamment Peyronnet, avec le surbaissement des arcs. On voit tout un mouvement en France extrêmement intéressant. On surbaisse les arcs parce que le pont ne doit pas être trop élevé, il est plus bas, on maîtrise mieux, c'est plus large, mais techniquement c'est extrêmement délicat à faire. On voit 1673 la construction de cet ouvrage d'art au Japon, qui offre à peu près les mêmes performances techniques que l'apogée français du XVIIIe, mais c'est un siècle avant et c'est en bois. Et je pense qu'aujourd'hui, ce pont mériterait de rejoindre la liste indicative du Japon et d'être un jour présenté au patrimoine mondial. L'étude comparative qui a été menée par un petit peu une équipe internationale, je dirais, montre que ce type de pont est tout à fait unique. On n'a pas ça ailleurs. Même au Japon, il n'y a pas vraiment ce type d'arche, enfin pas à ce niveau-là de performance. Donc la performance technique est tout à fait remarquable. Et sa construction initiale, donc durant la période Edo, 1673. Alors, c'est aussi très intéressant en termes d'histoire du territoire au Japon, parce que d'un côté, on a la montagne avec le château, les classes militaires et administratives du seigneur du coin, du clan Kikawa, le clan Kikawa, qui est un clan important du début de l'époque Edo. C'est un des lieux où s'est joué, il y a une révolution qui aboutit à la période Edo, en gros la fin de l'époque médiévale japonaise au tout début du XVIIe siècle, dans les années 1600. Et Iwakuni, à ce moment-là, est une ville importante. Aujourd'hui, c'est une ville assez petite, il y a 70 000 habitants, quelque chose comme ça, donc à l'échelle du Japon, c'est une petite ville. Mais à l'époque, c'est un clan puissant et c'est une zone relativement stratégique du Japon, en tout cas de la grande île de Honshu, au sud donc de Tokyo et de la capitale et de Nara, des capitales. Alors, et de l'autre côté, la ville populaire, la ville commerçante, donc ce pont est un pont piéton, il a des escaliers, voilà. Mais son problème, et on est tout à fait dans cette tradition que l'on connaît pour les temples, mais on la voit là pour un autre objet, qui est celle de la tradition extrême-orientale de la reconstruction, mais de la reconstruction sur des architectures de bois, sur des constructions, des structures de bois. Alors on voit sur ces photos à la fois le pont et ces 3 arches qui sont magnifiques. Et en termes d'élégance et de finesse, on dit souvent l'arche de Peyronnet est magnifique et c'est une des preuves de sa qualité parce que elle a une finesse, une qualité esthétique tout à fait exceptionnelle et c'est tout à fait vrai. Mais on retrouve ce type de qualité sur ces ouvrages. On peut voir aussi qu'on est en réalité
réalité dans une construction mixte, alors qui traverse tous les pays du monde en termes de construction d'ouvrages d'art, hein, qui fait que c'est peut-être l'une des catégories qui a été les plus développées au monde, c'est qu'on a bien des massifs maçonnés pour les piles, et là, ce sont les arches qui sont en bois. Hein. C'est le mixte maçonnerie et bois qui, en réalité, fait l'objet du pont. Et puis, on a 2 arches d'accès sur les côtés, avec des supports un peu traditionnels, vous savez, ces volets de pieux verticaux, voilà. Alors, c'est un lieu qui est très connu des Japonais, qui est un lieu de photographie et d'esthétique. On retrouve ça dans beaucoup de guides du Japon, de l'île d'Honshu, etc. On voit la partie montagneuse avec le château au sommet, et on voit cette voûte. Voilà. Alors, on a aujourd'hui toute une documentation, dont un dessin de 1699 qui est associé à l'une des reconstructions du pont, qui montre la sophistication de l'usage du bois avec des espèces différentes, cyprès du Japon, arbres Kova et le pin, où chacun va travailler d'une manière différente, en compression, en torsion, en extension, et il est utilisé de cette matière-là. Également pour le poids. Je pense que le Zelkova doit être un bois particulièrement léger. Et d'autre part, on voit l'usage du métal, qui est extrêmement important, qui est aussi une des traditions du Japon, et qui font que le savoir-faire est contenu dans les corps de métier et dans la transmission de ces savoir-faire, dans l'éducation, eh bien, d'un côté des charpentiers, de l'autre des forgerons. Voilà, alors donc des détails, une structure qui, au niveau des détails, est elle aussi tout à fait sophistiquée, qui lui permet d'atteindre ses performances, et qui est donc une reconstruction régulière de ces ponts. On sait que soit les crues, soit les typhons emportent ces structures-là. Alors, dans la transmission des savoir-faire, qui est toujours vivante, on a des gabarits, et on garde les gabarits des pièces de bois, et on a à côté du pont un pré sur lequel on peut développer le gabarit à l'échelle 1, hein, et préparer les pièces pour la reconstruction du pont. Alors, et on a également des modèles réduits pour apprendre la technique. On a un modèle réduit à 1/10. Et on voit ici notamment la photo du bas avec cette barbe absolument magnifique. C'est le maître forgeron. Et quand vous êtes reçu par lui, comme j'ai eu le privilège de l'être, avec mon ami Éric Deleny, qui est justement du National Park Service, on avait été accueillis tous les deux ensemble, et bien on nous offre un clou du pont d'un côté, et de l'autre, on nous offre un morceau de bois, un plat, etc., qui vient d'une pièce démontée du pont. Évidemment, il y a des parties de bois tout à fait saines, ou s'il est détruit, enfin, donc les vestiges de bois sont réutilisés pour faire des cadeaux. Hein, et voilà les images, alors là, d'une reconstruction par ces ouvriers très, très typiques du monde japonais. Bon, oui, je vais m'arrêter là, je pense que vous avez compris. Alors, pourquoi il n'est pas encore inscrit sur la liste du patrimoine mondial, pas la liste du patrimoine mondial, mais la liste indicative japonaise, c'est un peu mystérieux. On arrive à des... Bon, je sais pas. C'est peut-être parce que c'est du génie civil et que c'est simple, c'est-à-dire c'est un pont. Quand on discute avec les autorités, ils veulent des choses plus complexes. Ils disent, mais pourquoi on ne fait pas un bien en série? Pourquoi on ne met pas la montagne? Pourquoi on ne met pas le château? On ne mélange pas tout. La valeur, là, ce qu'on reconnaît, c'est ces arches de bois. Bien, mais ça viendra. Je pense que ça viendra. Alors, je voudrais vous présenter un dernier exemple. Voilà, j'ai encore un petit peu de temps. Alors, qui est un exemple d'échec. Et qui est un exemple d'échec dans une catégorie nouvelle de patrimoine que l'on avait proposé, qui a eu des reconnaissances jusque-là qui étaient partielles, associées à d'autres valeurs culturelles, qui est parfaitement légitime, c'est l'archéoastronomie. L'archéoastronomie, c'est-à-dire les compétences astronomiques de civilisations anciennes, qu'elles soient de l'Antiquité ou voire du néolithique tardif, comme on nous le proposait ici, période de l'âge du bronze tardif. Hein.
Alors, ce cas a été à la fois très douloureux à résoudre et en même temps, il fallait être vigilant. L'idée, c'est que des lieux naturels ont été utilisés par exemple, les habitants de l'âge du bronze dans les Balkans, ici, pour reconnaître les solstices, pour les observer, les calendriers. Bon, vous voyez toutes les questions liées au mégalithe, Stone Age, Karnak, les alignements, etc. Alors, il y a aussi beaucoup de légendes autour de ces questions-là. Et à partir du moment où on voulait reconnaître ce type de bien dans le cadre du patrimoine mondial, il fallait être très vigilant. Et là, la situation était difficile parce que l'ex-république de Yougoslavie, certes, mais la Macédoine aujourd'hui est un État indépendant. C'était le premier dossier que présentait la Macédoine. Et c'est toujours beaucoup plus difficile de dire non à une première candidature. Il y a une espèce d'élan d'enthousiasme politique du comité pour dire « Ah bah oui, quand même, on va les aider, on va les inscrire. Ah, tout n'est pas parfait, mais on sait bien, ils commencent, ils cherchent des poux dans la tête, et puis, est-ce qu'ils ont vraiment étudié le truc ?» Enfin bon, on a un peu tout, vous connaissez. Alors, cette évaluation que je vous présente là n'a jamais été présentée au Comité du patrimoine mondial parce que la Macédoine a eu la sagesse de retirer son dossier, de ne pas aller à l'affrontement au niveau du comité. Alors, bon, voilà, c'est comme ça. Alors, donc, un sanctuaire de l'âge du bronze. Alors, examinons ça ensemble. Bon, ben voilà le bien tel que proposé. 2 zones tampons, je passe, c'est pas fondamental. Bon, ça ressemble à un massif comme ça, un peu isolé. Et aujourd'hui, un espace naturel pour l'essentiel, un espace de pâturage plus exactement. Et un site archéologique tout à fait notable. Un site archéologique avec des fouilles, j'allais dire relativement classiques, où on a trouvé pas mal de choses. Très bien, donc un habitat sur un lieu de montagne, bon, mais pour plein de raisons, pas forcément pour l'archéoastronomie, parce que tout simplement c'est plus facile de se défendre sur une montagne contre des agressions, ou je ne sais, ou parce que ça permet de surveiller les troupeaux, il y a plein de raisons possibles. Hein. Donc voilà, bon, de l'archéologie tout à fait classique, on n'a rien à dire, pas du tout éligible au patrimoine mondial. Je veux dire, on est dans une valeur régionale, nationale, à l'échelle des Balkans, mais pas au-delà. Et on trouve des artefacts intéressants, mais bon, voilà, au niveau du musée, rien de très exceptionnel. On trouve une série, enfin un fragment reconstitué qui nous montre à droite, et c'est le seul, il n'y en a pas d'autre, effectivement un soleil au-dessus de collines, ou au-dessus d'ondulations. C'est tout. Bon, en termes de preuves archéologiques, c'est mince, vous me l'accorderez. Hein. Maintenant, le site lui-même. Venons à l'examen du site archéologique lui-même. Donc, d'un côté, une crête rocheuse du côté des levées du soleil, et de l'autre, ce que l'État parquet a appelé les trônes, position présumée des observateurs. Alors voilà à quoi ressemble. Alors effectivement, on a une crête. Les photos précédentes ne le montraient pas très bien, mais quand on est sur place, les crêtes sont assez accidentées. Et effectivement, c'est favorable à avoir photo de droite. Voilà, on peut voir le soleil qui se lève dans l'encoche. Hein. Voilà. Mais voir le soleil qui se lève dans l'encoche, ce qu'ont sans doute fait les hommes de l'âge de bronze, est-ce que c'est pour autant la preuve d'un lieu où une connaissance astronomique a été développée? C'était ça notre problème. Et à gauche, les fameux trônes dont on n'arrive pas à savoir s'ils sont naturels ou s'ils ont été taillés par l'homme, mais il n'y a pas de trace d'intervention de l'homme. C'est très hypothétique. Alors, voilà ce que nous proposait l'État partie, c'est-à-dire qu'on a toute une série de lieux d'observation sur lesquels on affecte tout de suite des valeurs. Là, on voit tel équinoxe, là, on voit la Lune en hiver, là, on voit le lever des Pléiades. On partait vers des connaissances et des levées stellaires divers et variés. Alors, voilà le schéma que nous proposait dans une annexe, d'ailleurs, c'était pas très clair, les lieux d'observation. Alors, première chose, c'est que les trônes, les fameux lieux où étaient censés se positionner les druides, n'étaient pas ceux du point majeur d'observation. Alors, le point majeur d'observation, il est là, avec, vous voyez, toutes les... Voilà, ça, c'est cohérent, ça fonctionnait assez bien. Hein.
Alors, c'était ce qu'on avait préparé en cas de débat au comité du patrimoine mondial. La politique d'ICOMOS, en tout cas la mienne, c'est quand il y a un désaccord avec l'État partie, c'est de dire pourquoi scientifiquement et tout de suite, et de ne pas renvoyer les choses. Alors donc, on avait préparé un petit peu l'artillerie lourde que je vous présente. C'est la première fois que ces images sont montrées en public. Donc effectivement, les crêtes rocheuses, ok, on enregistre, pas de problème. Deuxièmement, on a une difficulté, c'est que le trône d'observation en vert n'est pas le lieu d'observation. D'autre part, il est baptisé position du chaman, ce qui nous gêne un petit peu, c'est-à-dire qu'on suppose qu'il y a un chamanisme présent, etc. Et d'autre part, dans cette position du chaman, qui est justifié, effectivement, solstice d'hiver et solstice d'été, ça fonctionne, mais il n'y a aucun vestige archéologique. C'est-à-dire la zone d'observation n'est pas prouvée par une présence archéologique. Alors c'est un peu gênant dans un lieu où on a beaucoup de vestiges que le point stratégique, la zone stratégique, les quelques mètres carrés stratégiques, il n'y a rien. Voilà, aucun vestige archéologique. Et le lieu présumé patrimonial, il est en dehors du coup. Alors, on montre après que, en réalité, toute une série de lieux auraient pu être choisis par l'État partie, que c'est une position assez diffuse et qu'il n'y a rien dans toute cette zone qui prouve la présence d'une observation. On trouve par exemple dans l'Amérique préhispanique des choses similaires avec des zones d'observation qui parfois sont murées. Seuls les initiés, les prêtres ont le droit dans la zone d'observation. Les autres sont autour, au dehors. Donc ces vrais lieux fonctionnent notamment dans les civilisations préhispaniques en Amérique du Sud, ou en Mésoamérique, en Amérique centrale, mais pas là. Bon, sun équinoxe. Et ça, on doute, nos spécialistes nous disent qu'on peut douter que l'âge du bronze ait connu cette position très particulière du soleil aux équinoxes. Et enfin, des dénominations qui sont quand même peu claires, position rituelle, position des chamans. Bon, voilà. Donc la recommandation était de ne pas inscrire. Je terminerai par cette petite photo où la coopération, bien entendu, doit être interdisciplinaire. Vous l'avez vu, je pense, à travers mon exposé. Toutes sortes de compétences sont nécessaires aujourd'hui dans l'évaluation du patrimoine mondial. Et si l'architecte, l'urbaniste ou le paysagiste se retrouve au centre d'un dossier, il faut qu'il soit aussi une plateforme ouverte aux autres compétences et qu'il sache identifier ce besoin d'autres compétences. Et puis, la coopération internationale. Donc, les gens de Dubaï qui ont un problème avec ICOMOS aujourd'hui à propos de leur dossier sur la ville historique de Dubaï, eh bien, ils savent réunir autour d'eux 15 nationalités différentes pour travailler sur leur dossier. Voilà, je m'arrête là. Merci.